fois que Rada sera à son bureau et que Marie aura réactivé sa caméra. Car aujourd'hui, le débat, donc changer la vie des femmes, c'est un débat qui est sous forme d'utopie concrète. Donc nous, pour cette première journée du Festival des idées, qui débute avec notamment ce débat, le Festival des idées s'organise généralement autour de débats inversés. Donc, c'est la salle qui a la parole avant les intervenants. Dans le cas des utopies concrètes, qui sont nos débats du vendredi et du dimanche, on se base sur des expériences intéressantes qui et des projets concrets et inspirants que les intervenants vont discuter pendant cette heure en réalité maintenant, parce qu'on a perdu un peu de temps avec des problèmes techniques. Cette première discussion traitera de solutions concrètes pour les droits des femmes, donc, autour de nos deux invités. Je vais donc vérifier qu'elles sont bien connectées. Euh, alors, Rada est connectée, mais sans micro, et Marie vient de disparaître. Bon, ça commence bien. Je vais les présenter néanmoins. On a donc Rada Hatem, qui est gynécologue obstétricienne, médecin-chef de la Maison des femmes de Saint-Denis. Ce lieu absolument unique accueille des femmes vulnérables ou victimes de violences en proposant une prise en charge qui est globale. Et Marie Leroy, qui n'est pas plus connectée, zut, et qui est chargée de mission droits des femmes de la ville de Saint-Denis depuis maintenant plus de 10 ans. Saint-Denis, qui est donc une collectivité aux portes de Paris, de plus de 100 000 habitants, et qui a un très fort pourcentage de logements sociaux, donc qui a notamment des problématiques sociales particulières. Tout ça impacte tout. Alors, je vois que Rada et Marie sont connectés. Merveilleux. Donc, maintenant que je vous ai brièvement présenté que vous gériez les problèmes techniques, je vais d'abord donc vous donner la parole. Rada, la Maison des femmes que vous avez fondée en 2016, accompagne les femmes vulnérables ou victimes de violences en apportant une prise en charge médicale, mais aussi, et c'est la spécificité du lieu, psychologique, juridique et sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, merci Nina pour cette invitation et pour cette mise en lumière. Donc, la Maison des femmes de Saint-Denis, elle a plusieurs particularités. D'abord, elle est dans la ville de Saint-Denis. Et la ville de Saint-Denis est une ville extrêmement engagée pour les femmes, et ce que mon amie Marie va vous expliquer tout à l'heure. Donc, nous sommes arrivés après, en fait, un travail de réseau déjà très, très approfondi. Notre deuxième spécificité, c'est d'être dans le département le plus pauvre de France, en dehors des DOM-TOM. Et donc, nous sommes confrontés à des violences qui sont aggravées par la précarité et par l'immigration. Elles ne sont pas réservées à ces publics-là, mais chez ces publics-là, c'est plus difficile. Et toutes ces choses-là font, parce qu'on me demande toujours pour qu'est-ce qui m'a pris, qu'on s'est dit, c'était peut-être un bon endroit pour expérimenter justement ce lieu unique. Nous sommes des soignants, des médecins, des sages-femmes, des psychologues, donc tout ce qu'on sait faire, c'est soigner. Et par contre, on avait la conviction qu'accueillir des femmes qui venaient pour des soins, c'était beaucoup plus facile pour elles que de dire « je viens pour des violences ». Et donc, elles viennent nous voir parce qu'elles ont des problèmes de santé. Ces problèmes de santé sont dus aux violences qu'elles subissent. Et nous sommes tous formés justement à dépister ces violences, ce qui fait qu'on peut les prendre en charge à partir de l'entrée santé. Et c'est très intéressant parce qu'une fois qu'elles sont là et qu'on a pris en charge leur santé somatique, leur maladie, éventuellement qu'on leur a fait des certificats de coups et blessures, on peut prendre en charge leur psychotraumatisme, on peut les orienter vers différentes associations qui font tout un travail remarquable et qui peuvent les aider pour l'accès au droit d'asile, pour l'hébergement, pour éventuellement même la réinsertion.
Et nous, on continue à accompagner la dimension médicale et psychologique. Et puis, on a bien sûr une assistante sociale, on a aussi des juristes bénévoles, des avocats bénévoles. On propose des groupes de parole sur tous les thèmes complexes comme violences sexuelles, violences conjugales, inceste et excision. On propose des ateliers autour de l'art, par exemple, de l'art-thérapie, ou de la danse, ou du théâtre, mais aussi du karaté et du français. Et on propose aux femmes la possibilité de porter plainte une fois par semaine avec un vrai policier. Et juste pour finir, on a 3 parcours de soins comme ça. Un dédié à la santé sexuelle, donc contraception, maladies sexuellement transmissibles, avortement, troubles, difficultés conjugales, qui n'est pas forcément violence, puisque les centres de planification sont spécialisés là-dedans. Mais aussi, dans les lycées et les collèges, on fait beaucoup de prévention et d'intervention scolaire. Donc ça, c'est une de nos activités. Deuxième activité, parcours pour les femmes excisées. Pareil, médecin, sexo, psycho et chirurgie si besoin. Troisième parcours, violence conjugale, violence sexuelle. Et là encore, des référentes sages-femmes, des psychologues et tous les autres acteurs qui vont bien. Voilà à quoi nous occupons nos journées. Super, on va développer tout ça. Merci pour cette première introduction. Marie, vous travaillez au sein donc, de la ville de Saint-Denis, ville qui a donc des fortes problématiques sociales, comme en plus de l'expliquer Rada. En quoi consiste exactement votre mission de chargée de droits des femmes au sein d'une collectivité ? Alors, un des axes forts, c'était évidemment au démarrage de lutter contre les violences faites aux femmes. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire. Quand la mission Droits des femmes a été créée au sein d'une direction des solidarités et du développement social, dans lequel on va retrouver le CCAS, la Maison des solidarités, le service social municipal, le service municipal du logement, la maison des parents. L'idée, c'était d'avoir une action transversale en direction des femmes et vraiment de lutter contre les violences. Alors, le travail s'est effectué dans un premier temps avec l'Observatoire des violences faites aux femmes. Historiquement, il y a eu 3 journées de formation qui ont été mises en place sur site, ce qui a donné naissance à un réseau de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, ce réseau existe toujours et il a pour objectif de mettre en œuvre des actions extrêmement concrètes pour accompagner les femmes victimes de violences. Donc, historiquement, quand je suis arrivée, on a mis en place une consultation de victimologie. On a travaillé avec des associations locales, le groupe de parole avec SOS Femmes 93, qui sont évidemment intervenus aussi à la Maison des Femmes, des permanences juridiques avec le Centre d'information du droit des femmes et des familles. Alors, à la différence de RADA, là, ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des juristes qui sont rémunérés. Alors, on en a sur l'ensemble du territoire. Et puis, tout un travail de maillage avec des acteurs. Alors, ça peut être les maisons de quartier, ça peut être les acteurs culturels, ça peut être les différentes directions de la ville. Et puis, évidemment, un gros travail avec la direction de la santé sur les questions liées à la santé des femmes. Alors, ce réseau, effectivement, la Maison des femmes en fait partie. Ça nous permet effectivement de construire des réponses en fonction des réalités du terrain. Par exemple, cette question de la présence policière à la Maison des femmes, c'est venu lors d'une réunion où on avait invité le délégué police-population, il y en avait qu'un à l'époque sur la ville, pour qu'il nous aide à accompagner les femmes qui n'arrivent pas à porter plainte, parce que c'est toujours aussi compliqué dans les commissariats. Et de fil en aiguille, il est arrivé à la Maison des femmes. Alors, je fais court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment qu'on a fait un constat sur ces difficultés, à déposer plainte au commissariat, RADA a proposé, alors a monté tout un partenariat qui est quasiment unique en France, que les femmes peuvent déposer plainte à la Maison des femmes, ce qui leur évite de passer par la case commissariat. Donc là, je parle du réseau de lutte contre les violences faites aux femmes, mais bon, posez-moi des questions. Je peux aussi développer sur toutes les actions extrêmement concrètes qu'on mène, et puis aussi notre volonté d'arriver à faire le lien entre la Maison des femmes et la ville, c'est-à-dire que les femmes qui sont suivies ici, comment elles vont s'approprier le territoire, c'est-à-dire des espaces culturels, ça peut être le cinéma, le théâtre, les médiathèques, être en capacité de fréquenter une maison de quartier. Donc, évidemment, il y a eu des liens qui se sont faits entre la Maison des femmes et la maison de quartier du territoire sur des projets communs. Donc, c'est du travail de dentelle, tout en finesse,
pour que ces publics, effectivement extrêmement vulnérables, de femmes qui sont parfois vives à la rue, on a énormément de femmes en errance, voilà, puissent, je veux dire, retrouver une dignité, qu'on puisse les accompagner au mieux avec les moyens qui sont les nôtres. Alors, spécificité aussi, je tenais à le dire, sur le territoire de Saint-Denis, on a un accueil de jour qui est géré par l'Amicale du Nid, qui est quand même extrêmement bien financé par la ville. C'est la plus grosse subvention du CCAS. Je crois que ça doit être 55 000 € par an. Et donc, c'est un lieu d'accueil pour les femmes en errance, où elles peuvent se retrouver pour un petit accompagnement social, faire des machines à laver, prendre des douches, prendre des petits déjeuners. Et évidemment, il y a des allers-retours permanents entre la maison des femmes et l'accueil de jour de l'Amicale du Nid, puisqu'il y a, voilà, il y a un travail de réseau qui se fait et donc les femmes circulent entre ces différents lieux. Merci beaucoup pour cette très, très complète introduction de ce que vous faites au quotidien. Moi, je voulais vous poser quelques questions plus spécifiques, notamment pour rebondir tout de suite sur ce que vous venez de dire, Marie. C'est que vous faites, en fait, quand on vous entend toutes les deux, vous faites le constat qu'il faut une approche intégrée et globale pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes. C'est ce que vous faites l'une et l'autre au quotidien. Marie dans une collectivité, Rada en ayant intégré des services publics au sein de la Maison des femmes pour que les femmes n'aient plus à aller chercher peut-être l'information à droite à gauche et que tout soit centralisé vu qu'elles sont déjà vulnérables. Et puis, comme vous le disiez, vu que le soin et la santé est une première porte d'entrée, et notamment en favorisant le lien avec l'hôpital qui est juste à côté, mais aussi en permettant aux femmes de déposer donc des plaintes au sein même de la structure. Je voulais vous poser une question à toutes les deux, qui est quels sont pour vous les bénéfices à cette stratégie et comment travaillez-vous avec les services publics pour les intégrer à votre structure? Donc, comment est-ce que formellement vous faites avec tous ces services? Alors, nous, on est, comment dire, on est un service public. Enfin, Marie aussi, tu es un service public. Donc, la santé, c'est l'affaire de l'État. On travaille dans un hôpital, on est salarié de l'hôpital. Donc, pour nous, on fait partie tous de cette même grande famille du service public. Et on s'appuie, alors, on a effectivement des interlocuteurs, la police, la justice, l'école. Et c'est vrai que notre action, elle est quelque part un peu interministérielle. Ouais. Comme on a pas mal de mineurs, notamment à travers le planning ou à travers nos actions dans les lycées et les collèges, on touche un peu à l'éducation. Avec la police, on touche un peu le ministère de l'Intérieur. Avec la justice, la justice. Donc, ce partenariat, en fait, on s'aperçoit que quand on connaît bien son réseau, quand on connaît bien les collaborateurs avec lesquels on travaille, eh bien, le parcours des femmes devient infiniment plus fluide. Nous, on peut appeler au commissariat en disant « je ne comprends pas, madame me dit qu'elle a été mal reçue » ou bien « je ne comprends pas, ça fait des semaines qu'elle attend une réponse ». Et plus on se connaît les uns les autres, plus on se fait confiance et plus on va traiter des dossiers sans faire semblant que je ne peux pas te répondre parce que tu n'es pas de ma race ou c'est un secret. Et ça, c'est très, très, très agréable. Quand on fait un signalement au procureur, on est écouté, on a des réponses. Quand on fait un signalement à la cellule de recueil des informations préoccupantes pour les mineurs, c'est pareil, on a aussi des échanges. Donc, on n'a pas l'impression de jeter des bouteilles à la mer et de ne pas savoir ce que ça va devenir. Mais ça se construit, ça prend du temps, c'est basé sur la confiance, c'est basé sur la connaissance. Et je vais passer la parole à Marie, mais c'est vrai qu'un réseau comme celui que Marie a coordonné, eh bien, permet à tous ces gens qui, a priori, n'auraient pas eu spontanément l'idée de travailler ensemble. L'hôpital travaille rarement avec beaucoup d'associations comme ça. Et bien, grâce à des réseaux montés comme des femmes qui ont l'énergie de Marie, eh bien, ça fluidifie encore plus et ça rend ce réseau beaucoup plus vivant. Marie. C'est-à-dire qu'on a une vraie volonté. Moi, je suis là comme facilitatrice parce que je connais l'ensemble de la ville. Voilà, non, mais je veux dire, travailler sur un territoire, si on ne connaît pas la ville, les gens qui y vivent, le fonctionnement de la ville, ça ne marche pas. Et avec Rada, je veux dire, on n'attend pas. C'est-à-dire que quand elle a une demande, c'est tout de suite maintenant et on essaye de trouver une solution. Je veux dire, ça ne traîne pas. Et donc, c'est aussi ce qui nous permet de monter des projets novateurs. Mais je peux parler, par exemple, moi, je travaille beaucoup sur l'accès à la culture pour parler de droits des femmes. Je veux dire, un jour, je bossais avec une conférencière de la basilique de Saint-Denis où sont enterrés nos rois et nos reines
princes et princesses de France. Et donc, on parle toujours des rois. Et il y a eu une visite qui s'est montée qui s'appelait Debout les reines pour aborder la question de l'histoire de France sous le prisme des reines et des princesses qui n'ont pas eu la vie rêvée qu'on croit. Rada, elle a déboulé sur une visite où normalement on attendait 12 personnes à 150. Enfin, je veux dire, elle a sorti tout l'hôpital de La Fontaine. Mais voilà, non, mais en même temps, voilà, je veux dire, ça, c'est des réalités, je veux dire, de terrain, je veux dire, auxquelles, je veux dire, on fait face en permanence. Dans l'idéal, on aimerait avoir plus de médiateurs qui puissent faire ce lien entre ces femmes qui fréquentent la maison des femmes, l'hôpital et le territoire. On s'y emploie comme on peut, c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir que les publics auxquels on a affaire, quand elles sont très vulnérables, et l'urgence, elle est tout le temps alimentaire. Il y a la question du logement qui est, je veux dire, quand même a des grosses priorités, mais nous, on ne fait pas rien, par exemple, sur la ville. Alors, on a une convention qui s'appelle Un toit pour elle, qui est gérée par le département et le service municipal du logement. Il y a 40 villes du département, donc les bailleurs sociaux qui mettent à disposition des logements, voilà, pour les femmes. Mais le service social, par exemple, a 4 chambres d'urgence. Bon, par exemple, au mois de juillet, il fallait reloger une femme en urgence de la Maison des Femmes. Ça s'est fait avec Mathilde Lespine, qui est la coordinatrice violence de la Maison des Femmes, sage-femme, et je l'ai mis tout de suite en lien avec le service social municipal, et on a réglé le problème, je veux dire, de façon plutôt efficace, sans passer par des commissions, des tas de courriers, etc. Voilà. Donc, travailler en synergie l'une et l'autre avec tous les services de la ville en réalité. Oui, ça veut dire que Rada, elle est capable de vous envoyer des SMS à minuit, à 1h du matin. Je veux dire, elle n'arrête pas. Mais tu me réponds. Oui, mais bon, mais voilà, je réponds, mais parce que voilà, c'est cette mission de service public, ça dépasse très largement le cadre des horaires. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'innover. Donc, moi, par exemple, j'ai mis en place un atelier de psychomotricité pour les femmes victimes de violences. Eh bien, ça marche. Et pourquoi ça marche? Parce que les femmes s'y retrouvent. Il y a celles qui ont besoin de parler, d'aller voir un psychologue. Il y a celles qui ne peuvent pas parler. Et donc, elles font un travail de relaxation sur le corps. Alors, Rada fait aussi ce genre de choses, je veux dire, à la Maison des Femmes, au même titre qu'on a mis en place depuis des années des stages d'autodéfense. D'ailleurs, on avait fait une action de sensibilisation ici pour présenter ce que c'était l'autodéfense. Donc là, c'est pour effectivement permettre aux femmes d'être dans l'espace public et d'être moins stressées, moins angoissées. Enfin, l'idée, c'est pas de beugner, je veux dire, le premier gars qui vous interpelle dans l'espace public, et encore. Mais voilà, on a aussi monté des projets complètement atypiques autour des séjours. Alors le problème, c'est l'argent. C'est-à-dire que nous, on passe notre temps à répondre à des appels d'offres. Alors nous, on n'en peut plus, parce que entre la politique de la ville, le FIPDR, Fonds d'intervention de prévention de la délinquance, de la radicalisation, donc pourquoi un jour on a 10 000 €, l'année d'après on n'a plus rien? Donc on n'arrive pas à pérenniser ce type d'action. Mais c'est quand même des projets expérimentaux. Donc, les premiers week-ends thérapeutiques qu'on a montés, qui s'appelaient Prendre soin de soi, avec des psychomotriciennes dans un centre de vacances de la ville, pas très loin, en Touraine, ça a ultra bien marché. Et suite à ça, on a dit, on va continuer les ateliers de psychomotricité. Bon, moi, j'ai essayé aussi la sophrologie pour les femmes victimes de violences. Par exemple, ça marchait très bien. On avait une super sophrologue, mais l'ARS ne finance pas. Comme l'ARS ne finance pas, il n'y a pas d'argent sur la ville, eh bien, on ne peut pas continuer les ateliers de sophrologie. Une année, on a monté effectivement un séjour, on a accueilli des femmes de la Maison des Femmes à Montrem, ça a duré 1 semaine. J'avais eu de l'argent de l'État, FIPDR, le fameux FIPDR, et on a amené des femmes qui vivaient dans des hôtels sociaux en errance. Donc, il y avait des femmes de la Maison des Femmes, de l'Amicale du Nid, d'une grosse assoce qui s'appelle Icambéré, qui accueille les femmes qui ont le VIH. Et donc, tout le monde est parti, entre guillemets, en centre de vacances, on va dire en colo, femmes et enfants. Et ça a été une expérience extraordinaire pour des femmes qui n'avaient jamais passé de vacances en France, qui ne connaissaient que les hôtels miteux du 115. Donc, elles ont découvert ce qu'était la France. Je pense à Awa qui m'avait dit j'ai mangé blanc. Oui, elle avait pour la première fois de sa vie mangé autre chose que de la nourriture d'Afrique, parce que de toute façon à Saint-Denis on peut manger, je veux dire, voilà, tout ce qu'on veut. Il y a 130 nationalités, il y a des épiceries de tous les styles. Mais bon, c'est vrai qu'on va plutôt vers ce qu'on connaît. Et pour ces femmes, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire, on a fait tout un travail sur la parentalité. Il y a eu des groupes de parole. Elles ont découvert la Dordogne, c'était plutôt pas mal. Voilà, donc ça a été une belle expérience et on ne les a pas lâchées dans la continuité.
C'est-à-dire que moi, j'ai continué de les voir. J'ai mis en place après des ateliers de socio-esthétique. Alors, ce n'était pas l'idée de se faire belle, c'était plutôt d'avoir des groupes de parole et puis de prendre soin de soi, de continuer de prendre soin de soi et puis de les accompagner, je veux dire, voilà, dans leur démarche au quotidien. Alors, ce n'est pas un travail social classique. Ça s'est fait un peu naturellement et on aimerait continuer ce genre de choses, mais il faut des forces vives, il faut des gens engagés. Il ne faut surtout pas se dire que quand on part une semaine avec un groupe de femmes, on va être rémunéré. Hein, c'est du temps de travail. Mais moi, ça m'intéressait parce que c'était aussi un projet expérimental. Ça a permis de faire une petite évaluation. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des papiers, qui ont des logements. Et ça, c'est le… Ah, il faut couper là, non? Non, pardon, pardon. Non, non, Voilà, donc je pourrais faire un inventaire à l'après-vert de ce que je fais à la mairie de Saint-Denis, mais on n'a pas assez de temps. non, mais Peut-être, Marie, ce que ça montre très bien, ce que tu expliques, c'est qu'il peut y avoir des espèces d'avant-centres comme nous, mais qu'on ne peut pas faire, on peut pas tout faire tout seul. Et que pour nous, identifier une femme, lui sortir la tête de l'eau et la confier au réseau de Marie, c'est peut-être ce qui fonctionne le mieux. Et peut-être que c'est justement comme dans chaque ville, on pourrait dupliquer ce que fait Marie. Ça peut être un complément très, très précieux pour l'autonomie des femmes. Mais justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est exactement… Vous disiez que dans certaines des initiatives, en fait, il y avait tout un tas de femmes issues de la Maison des femmes que vous ameniez dans les ateliers ou en vacances, etc. Mais est-ce que vous voyez exactement les mêmes populations ou, en fait, ou quelles sont les différences que vous voyez entre les populations qui viennent à la Maison des femmes et celles que vous pouvez, vous, côtoyer via les associations, par exemple? Je pense que c'est un public de femmes. Alors, nous, on voit surtout des femmes, évidemment, sur nos institutions très précarisées, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de papier. Ça va être du côté Maison des femmes, c'est très clair. Du côté de l'Amicale du Nid aussi. Quand on fait les bilans, par exemple, avec les juristes sur les femmes reçues, je veux dire, elles cumulent quand même un peu toutes les difficultés sociales. Mais alors là, par exemple, pendant la période de confinement, il y a eu énormément de permanences téléphoniques. C'est très intéressant parce que j'ai fait le bilan avec le Centre d'information des droits des femmes et des familles et on a eu énormément de femmes salariées qui ne se déplacent jamais dans nos permanences juridiques parce qu'elles n'en ont ni le temps ni les moyens. Et peut-être pas envie de se montrer. Pas envie de se montrer. Et là, on s'est rendu compte, et nous on le sait, hein, je veux dire, mais il y a eu énormément de femmes qu'on ne voit jamais dans nos permanences et qui ont alerté sur les violences qu'elles subissaient. Et du coup, on va mettre en place des permanences juridiques. On va avoir des permanences téléphoniques justement pour ce public de femmes qui peuvent être des cadres, qui sont salariés, mais qu'on ne voit pas ni à la Maison des femmes, peut-être un peu plus sur la consultation d'étymologie, parce que nous, elle est dans un centre municipal de santé, donc là, ça touche un peu toutes les femmes du territoire. Enfin, on ne peut pas non plus en accueillir des milliers, mais effectivement, ça a ouvert des possibles. Donc, je vois là qu'on a une question de Gabrielle Doré à l'instant qui demande comment la Maison des femmes a pu poursuivre son travail primordial d'accompagnement pendant la crise sanitaire, pendant le Covid, notamment avec la hausse de la violence à l'égard des femmes pendant le confinement et le suivi a-t-il pu continuer en ligne? Donc moi, j'aimerais bien étendre cette question à vous deux puisque c'était quelque chose que j'avais déjà envie de vous poser aussi. Donc merci à Gabrielle. Comment est-ce que vous avez géré et quelles évolutions vous avez vues des violences avec la crise sanitaire? Alors, le problème, nous, pendant la crise, on est resté ouvert, mais les femmes ne pouvaient pas toutes se déplacer, bien sûr. Donc, ce qu'on a vu principalement, ce sont les femmes qui avaient besoin d'avorter, parce que là, elles avaient parfaitement compris qu'elles ne pouvaient pas attendre la fin de la crise. On ne savait pas quand c'était d'ailleurs la fin de cette crise. Et donc, on a reçu sur place des demandes d'avortement. On a fait des avortements pendant toute la période du Covid. Et les femmes victimes de violences, celles qu'on connaissait, on a maintenu le lien par téléphone. Les psychologues ont maintenu leur consultation par téléphone. Les sages-femmes qui coordonnent les parcours ont aussi mené des entretiens par téléphone. Après, il y avait des choses. Le sexologue, par exemple, c'était un peu compliqué. Il a fait quelques suivis. Alors, le téléphone, il y avait des femmes qui disaient je préfère attendre que ça soit fini et venir. D'autres qui disaient je ne suis pas en situation de parler.
Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Et d'autres pour lesquels c'était très bien, parce que les psychologues nous ont, à plusieurs reprises, fait remonter qu'il y avait des femmes qui avaient du mal à parler en face à face dans les consultations et qui, au téléphone, s'étaient mises à raconter des choses qu'elles n'avaient jamais dites. Peut-être parce que elles se sentaient plus en sécurité, pas complètement vulnérables dans le regard de l'autre, et que ça fonctionnait plutôt pas mal quand les femmes étaient en capacité de recevoir des appels, parce que parfois, c'est juste pas possible. Alors, on a eu des nouvelles femmes, mais ça s'est fait par mail et par téléphone. On essayait de les rappeler, on leur donnait des rendez-vous téléphoniques. Et puis, au déconfinement, on a eu évidemment un rebond de nos consultations sans rendez-vous. C'est-à-dire que les femmes viennent en disant, voilà, ça ne va pas, j'ai besoin qu'on me prenne en charge. Et ça, c'est une option qu'on a ici, c'est le sans rendez-vous. Et par contre, c'est assez chronophage parce qu'il faut rapidement évaluer la situation et proposer un parcours. Et je profite de ce que j'ai la parole pour répondre à la question, avez-vous des bénévoles masculins ? Alors, on en a très peu, mais on en a quelques-uns. Et on a eu parfois des entreprises qui venaient faire des journées de solidarité avec leurs salariés. Et là, il y a beaucoup de garçons. Et ils sont très contents. C'est comme ça qu'on a recruté un ou deux bénévoles qui ont dit ben, je veux revenir, ça m'a beaucoup plu. Mais on a surtout des demandes de filles sans surprise. Alors, sur la ville, il y a eu tout un travail de mener pour avoir des permanences téléphoniques, donc avec des psychologues. Donc effectivement, il y a eu énormément d'appels. C'était géré par la direction de la santé. Sur la victimologie, la psychologue continuait d'appeler ses patientes, mais n'en prenait pas de nouvelles parce que ce n'est pas possible. En plus, c'est une consultation pour femmes et enfants. Donc, il faut bien imaginer que ce n'était pas possible pendant le confinement, qu'une psychologue, d'avoir un échange téléphonique avec les enfants. Par exemple, la psychomotricienne, elle appelait toutes les semaines les femmes qui étaient hyper contentes et qu'on dit des choses absolument incroyables. On a repris tout de suite les ateliers. Moi, dès qu'on a eu l'autorisation de revenir en mairie, j'ai mis ça en place dans une salle en mairie, la salle de la résistance. D'ailleurs, symboliquement, c'est plutôt pas mal, parce que normalement, cet atelier de psychomotricité a lieu dans l'école d'art plastique. En fait, on a maillé le territoire de manière à ce que, justement, à la différence de la Maison des Femmes, qui est sur le territoire de l'hôpital, c'est la Maison des Femmes de l'hôpital de La Fontaine. Nous, on a déjà eu des problèmes avec les agresseurs, ce n'est pas toujours facile, et donc toutes nos permanences sont dans différents lieux. Mais on a gardé… La ville ? Alors, sur la ville, les permanences juridiques, c'est dans les maisons de quartier. On a aussi une maison de la justice et du droit, mais dans les maisons de quartier, c'est vraiment bien, parce qu'en plus, les femmes qui viennent là, elles peuvent aussi faire des activités ou être orientées par les animatrices quand elles, quand il y a des thé ou café. Donc, l'ensemble du territoire est maillé avec des permanences juridiques. Après, sur, évidemment, la victimologie, ce sont les centres municipaux de santé. Il faut savoir que les centres municipaux de santé étaient restés ouverts. Il y avait aussi des consultations sur rendez-vous. Parce que les gens viennent… D'ailleurs, ils allaient beaucoup au centre de santé et toutes les demandes retombaient sur les centres de santé, ce qui n'a pas été facile pour le personnel de santé parce qu'il y avait les demandes de logement, les questions liées à l'état civil. Enfin, je veux dire, on est un service public, on est une mairie, donc d'un seul coup, il n'y a plus que les centres de santé qui sont ouverts, donc ils se retrouvent à faire un boulot d'orientation, d'accompagnement qui n'était pas simple. Mais on n'a pas perdu le fil. Moi, j'ai eu énormément de mails, de témoignages de femmes des femmes que j'ai suivies à un moment donné dans le cadre des propositions culturelles que je peux faire et qui témoignaient de cette dureté d'être seules avec leurs enfants, même quand les agresseurs sont plus là, ils se débrouillent toujours quand même pour continuer de leur casser les pieds. Et des exemples, j'en ai à l'appel, par exemple les connexions informatiques. Les femmes de toute façon ne peuvent pas imprimer les documents. Quand il y a 3 enfants à la maison et qu'il n'y a qu'un seul ordinateur, c'était quasiment impossible, de faire travailler les enfants. Et elle demandait aux pères, les pères disent non, en clair, débrouille-toi avec tes gamins, tes gamines, etc. Des situations aussi terrifiantes parce que plus personne n'avait de quoi manger. Hein. Donc c'était en fait, il y avait toute une coordination qui s'est mise en place sur la ville avec le secours populaire. Il y a eu l'amicale du Nid aussi faisait, grâce au département d'ailleurs, permettait aux femmes de venir chercher des repas. On a travaillé comme on a pu dans l'urgence face avec ces réalités-là, mais on n'a pas perdu le fil. Moi, j'ai même trouvé, par exemple, je me suis beaucoup inquiétée pour les personnes âgées isolées et j'avais l'idée de leur
qu'on leur lise des textes poétiques. Et donc, j'ai trouvé une bénévole qui, pour ne pas perdre le fil avec ces personnes qui sont suivies par le CCAS, j'avais une jeune fille formidable qui leur lisait des textes poétiques. Et en fait, il y a eu une demande supplémentaire. Alors, ça n'a pas touché énormément de femmes, mais il s'est passé vraiment quelque chose en termes de lien social. Bon, ça m'a amusé parce qu'après, j'ai découvert que les théâtres faisaient la même chose. Mais, Ah oui? oui, mon idée, c'était… alors, la poésie, on a fait en plus, on a réfléchi de quelle poésie on va lire, car on ne peut pas… la poésie, ça parle de la guerre, c'est souvent politique, et nous, on voulait aussi des choses légères. On n'allait pas parler de la guerre, ni de la mort, mais bon, ce lien de texte poétique au téléphone, ça a été assez formidable comme expérience. Je voulais… Allez-y, hein, continuez. Non, Une réponse, oui, d'accord. Comment? On lit les échanges. Très bien. Oui, c'est les joies de Zoom. Alors, pour ajouter par rapport à ce que disait Marie, et en restant un peu sur la crise du Covid, comment dire, vous avez dû entendre parler de Covidom, qui était une plateforme qui rappelait les gens qui avaient été identifiés comme malades pour les rassurer, etc. Et on a eu pas mal de bénévoles de la ville de Saint-Denis qui ont participé à ça et qui ont été absolument horrifiés par ce que les femmes, notamment les femmes seules, me racontaient. J'ai plus de couches, j'ai plus de lait, je donne de la tisane à mes enfants, on va tous mourir de faim. Et il y en a 2 qui ont créé carrément une association, qui ont remué ciel et terre pour avoir des colis alimentaires, du lait, des couches et tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on a accompagné parce que nous, on a pu redistribuer secondairement. Et ça a été vraiment très, très précieux. Et elles continuent. Elles ont été piquées par le virus et elles continuent. C'est des belles initiatives et c'est bien que ça dure, même si c'est terrible, que des femmes aient besoin de ce genre de choses. J'ai envie de rester du coup un peu sur la question des violences parce que j'avais déjà eu l'idée je voulais vous poser des questions sur la crise sanitaire, ça arrivait un peu avant, mais justement, en dehors de la question de la crise, quelles évolutions vous avez vues sur les violences faites aux femmes depuis que vous êtes sur le sujet, c'est-à-dire depuis pas mal de temps? Plus on en parle, plus il y en a, forcément. C'était un sujet tabou avant. C'est comme les tests PCR. Voilà, non mais voilà, donc je veux dire, quand on n'en parlait pas, quand on ne comptabilisait même pas, on parlait de crimes passionnels, maintenant on parle de féminicide. Il y a une évolution de la société. D'ailleurs, nous, ça fait des années qu'on agite le drapeau. Il a fallu j'ai battu le pavé dans le cadre du 25 novembre pendant des années. C'est l'effet MeToo qui a permis, je veux dire, qu'on parle des violences conjugales de plus en plus, je veux dire, dans les médias. Ceci dit, beaucoup d'agitation et pas un rond. Je veux dire, c'est quand même le problème. Alors, il y a des villes qui font. Il y a des hôpitaux exemplaires, des gens comme RADA qui font. Tu as aussi permis à d'autres villes de mettre en place des maisons des femmes. Donc, parce que nous, on a bien on sait bien que ce n'est pas qu'ici qu'il faut agir. Il faut agir sur l'ensemble du territoire, il faut agir à l'international. Je veux dire, on se bat contre les mariages forcés. Quand on mène une action de prévention dans un lycée sur ce sujet-là, avec l'association Voix de Femmes, on a un message à faire passer aux jeunes filles. La question des mutilations sexuelles, c'est un problème, je veux dire, international. Donc, nous, effectivement, on a bénéficié de l'effet MeToo parce qu'on en parle. Donc, l'évolution, c'est qu'on a l'impression qu'il y en a de plus en plus et que c'est sans fin. Et sur toutes les formes de violence, c'est-à-dire qu'on en découvre, par exemple, un exemple, j'avais mis en place il y a quelques années un stage d'autodéfense à la maison des seniors pour les personnes âgées. Voilà, donc c'est des groupes de parole, c'est non mixte. Je ne suis pas du tout pour les actions non mixtes, mais là, il s'avère que l'autodéfense, c'est vraiment non mixte. Il y a des femmes âgées qui ont parlé et puis qui découvrent à 70 ans qu'elles sont victimes de violences, harcelées, sous emprise depuis la nuit des temps. Mais ce n'était pas un sujet, je veux dire, avant. Donc, maintenant que c'est un sujet, on en parle et effectivement, c'est hélas sans fin. Alors, par exemple, sur la ville de Saint-Denis, il y a une boîte mail, je ne sais pas quoi, direction de la communication, et les gens écrivent. Et alors, moi, le nombre de mails que je reçois de femmes qui témoignent, parce qu'elles disent, voilà, je ne sais pas quoi faire. Alors, ça peut être, elles disent qu'elles veulent divorcer. Bon, il y a le problème du logement, le problème des enfants, mais enfin voilà, je veux dire, on nous dit qu'il y a une femme sur 10 victime de violence. Nous, on a l'impression que c'est plus, mais bon, voilà. Une femme sur 3.
une femme sur trois. Enfin, en tout cas, Femme sur ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les femmes parlent. Elles le disent. Et puis, voilà, les parcours de soins, on sait très bien qu'en fonction des ressources des femmes, celles qui ont, je veux dire, qui ont du boulot, qui ont des papiers, elles vont peut-être partir plus vite. À celles qui, je veux dire, n'ont pas été éduquées, parce qu'il y a un continuum des violences, hein, on le sait très bien. Enfin, on le voit à la Maison des femmes. Hein. Je veux dire, quand on a été violenté enfant, qu'on a été marié à 12 ans, qu'on s'est retrouvé petite bonne, qu'on arrive en France et qu'on tombe de nouveau sur un agresseur. Et puis ces femmes-là, quelles ressources elles ont? Alors les ressources, ça peut être dans des lieux comme à la Maison des femmes. Et je veux dire, il faut imaginer le temps qu'il faut pour arriver à être debout. D'ailleurs, on se demande des fois même comment elles arrivent finalement à être debout avec tout ce qu'elles ont subi. Mais bon, nous, en fait, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et on travaille aussi beaucoup sur les actions de prévention au milieu scolaire, parce qu'effectivement, il faut démarrer avec les enfants dès le plus jeune âge, dès la crèche, je dirais. In utero. Voilà. Ouais. Et Avec les parents. Il y a quelqu'un, Marie, qui te demande comment tu t'es engagée ou pourquoi tu t'es engagée, ou je ne sais pas qui le demande, mais voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé en premier lieu à vous engager? Alors, Madame Marie, qu'est-ce qui vous a motivé? En tant que femme, déjà, c'est plutôt facile. Hein. Bon, mais j'ai travaillé très longtemps dans le social, j'étais directrice de centre social. Et j'ai toujours été très à l'écoute. Et alors, bizarrement, dans les maisons de quartier, ce qu'on appelle les centres socioculturels ou les maisons de quartier, en fait, sont des lieux qui sont majoritairement fréquentés par les femmes. C'est les femmes qui font du bénévolat, c'est celles qui font des actions socioculturelles, c'est celles qu'on voit qui qui souhaitent apprendre le français. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui ne font pas d'activités socio-culturelles, mais en fait, on le sait très bien, c'est une majorité de femmes. Et donc, avec les années, ce que j'ai pu constater, c'est que les femmes avaient quand même des vies pas faciles, on va dire ça comme ça. Et donc, moi, j'ai postulé sur la ville de Saint-Denis. Il y avait une chargée de mission de droits des femmes avant moi. D'ailleurs, tout à fait par hasard, sur un site qui s'appelle Profession Banlieue, qui est un centre de ressources de la politique de la ville, qui existe depuis pas mal d'années. Et donc, j'ai eu la chance d'être engagée. Alors, bon, moi, je connaissais très, très bien le territoire. Ça fait 30 ans que je travaille en Seine-Saint-Denis, parce que j'aime ce territoire. Et puis, voilà, il y a des choses à y faire. Voilà, donc je me suis engagée. Et puis, quand on s'engage dans le droit des femmes, effectivement, c'est sans fin. Hein, je veux dire, on s'occupe. Je m'occupe des questions de femmes et de musique. Je travaille avec le conservatoire. Je travaille avec les acteurs culturels de la ville, avec les écoles, dès qu'on s'intéresse à la question du droit des femmes, je veux dire, on se dit, mais il y a de l'inégalité absolument partout et des violences absolument partout. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec le sport, avec l'histoire du patin à glace. Enfin, nous, ça fait belle lurette qu'on sait qu'il y a énormément d'agressions sexuelles dans le domaine du sport. Mais enfin, dès qu'on met son nez quelque part, malheureusement, c'est pas facile pour les femmes. Voilà. Qui justifie aussi l'approche intégrée et globale dont on parlait au tout début, c'est-à-dire que tout est lié. J'imagine, Rada, que vous, en tant que gynécologue obstétricienne, vous avez vu débarquer des personnes qui étaient victimes de violences ou qui étaient vulnérables, et puis où en fait, de fil en aiguille, vous vous êtes dit qu'il fallait une structure qui puisse tout regrouper, parce qu'en fait, c'est quand même vider un peu l'océan avec une petite cuillère de traiter ces questions. Donc, si au moins tout était intégré, les choses seraient un peu différentes, j'imagine. Oui, mais de toute façon, il y a des travaux qui montraient que pour une femme, le fait de devoir prendre soin de sa santé, avoir un certificat médical, aller voir un psychologue, trouver un juriste, s'occuper de ses enfants, trouver à manger, c'était une mission impossible. Et donc, elles abandonnaient la plupart des choses en chemin parce que c'était trop dur. Et le fait d'avoir tout au même endroit, forcément, ça facilite. Et en plus, ça facilite aussi leur vécu, parce que nous, on a un dossier qu'on partage, donc chacun sait ce que l'autre a fait. L'histoire de la femme, elle est écrite et on n'a pas besoin de lui faire raconter 20 fois, parce que chaque fois qu'elle raconte, elle revit, ça n'a aucun intérêt. Donc, tout ça fait que, pour elle, c'est beaucoup plus confortable, et que le chemin vers quitter le domicile, porter plainte, emmener les enfants pour une évaluation, ce chemin-là va être plus simple.
Moi, j'ai deux questions du coup. Alors, j'ai deux questions et ensuite on prendra donc la remarque de Véronique qui pourra d'ailleurs probablement prendre la parole. J'avais une question qui était sur le suivi des violences pour l'une et l'autre. Alors, premièrement, sur les mutilations sexuelles en premier lieu, parce que j'ai lu dans le dernier rapport sur l'égalité homme-femme de femmes-hommes de Saint-Denis que 20% des femmes qui venaient à la maternité de l'hôpital de Saint-Denis avaient été victimes de mutilations. Comment est-ce que le suivi Non, c'est 14%. C'est 14%. En vrai, c'est probablement autour de 14%. dans le rapport, j'ai lu 20, mais oui, ouais, mais c'est parce qu'il y a eu des années, par exemple, il y a eu une arrivée massive d'Égyptiennes sur Saint-Denis il y a quelques années, et les Égyptiennes, elles sont toutes excisées. De fait, d'un seul coup, ça augmente, si elles sont enceintes, le nombre de femmes excisées sur un temps donné, quoi. Donc, ça reste énorme quand même 14%, c'est quand même pas rien. Comment est-ce que vous assurez le suivi et de ça? Des trucs et puis finalement j'ai tout. Alors écoute, oui, c'est énorme. Évidemment qu'il n'y a pas 14% de femmes excisées dans la Creuse ou bien à Saint-Tropez, mais sur le territoire français, il y en a 120 000 à la louche. De toute façon, c'est des chiffres toujours très aléatoires. Comment on assure le suivi? L'idée, c'est de dire aux femmes, vous êtes excisées, nous voyons que vous êtes excisées. Si cette excision vous pose problème, que ce soit dans votre vie sexuelle, dans votre vie amoureuse, dans l'estime que vous avez de vous-même, dans votre psychologie, on est là. Après, il faut pas, toutes les femmes n'ont pas forcément besoin. Il y a des femmes qui vivent avec ça, qui savent qu'elles ont été victimes d'une tradition qu'elles n'approuvent pas forcément, mais qui n'ont pas non plus envie ni de se faire opérer, ni d'en parler. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire, les 120 000 femmes, il faut faire quelque chose. Ouais. C'est, il y a, dans des endroits en France où c'est nécessaire, parce que du fait de la migration, du fait de la population, il y en a plus, offrir dans ces endroits-là des lieux de prise en charge intégrés comme nous. Et du coup, pour continuer juste sur le suivi des violences en général, comment une fois qu'une femme a eu son parcours intégré, par exemple, ou mari, si vous l'avez repéré, comment est-ce que vous faites conjointement? Est-ce que vous avez des appartements de mise à l'abri? Est-ce que vous avez des permanences? Comment ça se passe pour le suivi des femmes victimes de violences? Alors, on a tout un tas de panels de dispositifs. En fait, les femmes, en fonction de là où elles en sont, on s'adapte. En fait, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire qu'elle veut déposer plainte. Si elle en est capable, elle peut être accompagnée déjà pour un dépôt de plainte. Parce qu'on a aussi une direction de la tranquillité publique. Bon, on parlait tout à l'heure des dépôts de plainte à la Maison des femmes. Il y a des femmes qui vont tout de suite aller voir une juriste, et donc là, ça leur permet d'avoir des ordonnances de protection, alors de demander le divorce. Il y a celles qui vont accepter d'aller se faire suivre en victimologie, il y en a qui ne vont pas être prêtes. J'ai envie de dire que chaque parcours est différent en fonction des femmes, de là où elles en sont, de la prise de conscience, de l'emprise. C'est pas pareil quand elles ont des enfants qu'elles n'ont pas d'enfants. En fonction de leur histoire personnelle. Quand il y a un continuum des violences, je veux dire, effectivement, la meilleure prise en charge, ça va être à la Maison des femmes. Mais bon, je veux dire, voilà, il n'y a pas… des fois, il y a des femmes qui viennent nous voir, elles vont être suivies, et puis elles vont totalement disparaître de la circulation. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que sur ces années de suivi avec des femmes qu'on puisse débarrasser de leurs maris qui sont plus sous emprise, qui ont été protégés par l'ordonnance de protection, qui ont bénéficié de tous les dispositifs existants, juridiques, psychologiques, accompagnement social. Celles qui s'en sortent, c'est celles qui ont été éduquées, je veux dire, qui ont été à l'école, qui ont des ressources. Je veux dire, quand elles n'ont pas de ressources, je veux dire, et qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a un continuum des violences dès l'enfance, on continue de les voir alors à la ville. Je veux dire, les travailleurs sociaux, voilà, elles vivent de l'État-providence, elles sont en permanence, je veux dire, accompagnées par des travailleurs sociaux, mais c'est extrêmement dur, quoi.
Je veux dire, et moi, j'ai vu sur des groupes de femmes, sur une dizaine, toute la différence entre une femme qui ne sait pas lire et écrire et une femme qui a été à l'école. Je veux dire, c'est le jour et la nuit, parce qu'elle va avoir des ressources. Et après, effectivement, quand elle commence à bosser, ce sont des battantes. Moi, j'ai vu une femme qui était venue dans mon bureau un jour, qui venait de se faire étrangler par son mari, qui était complètement esquintée. Aujourd'hui, elle est cadre sup, elle dirige une équipe. Enfin bon, je veux dire, je suis époustouflée par son parcours. J'avais d'ailleurs un soir corrigé son mémoire quand elle faisait son stage. Je lui ai dit, ah bah, attends, tu vas me le faire relire. Et donc ça, c'était un peu en dehors de mon boulot, mais je veux dire, voilà, cette situation est singulière. Clarisse Rodella demande combien de femmes suivez-vous en moyenne, je pense, l'une et l'autre. Alors, nous, on suit pas. Enfin, moi, je ne suis pas. Les femmes qui viennent le voir, c'est très étrange. Moi, j'ai une mission, droit des femmes, je travaille beaucoup plus d'ailleurs sur la prévention des comportements sexistes. Celles qui arrivent des fois dans mon bureau, je me demande bien comment elles ont pu atterrir dans mon bureau. Il y a des moments où elles arrivent, mais en fait, les femmes, elles doivent aller au service social et puis après, elles vont être orientées, accompagnées. Je n'ai pas de chiffres à donner. Il y a des moments où voilà, il y a plein de femmes qui arrivent, je ne sais pas pourquoi. Il y a des femmes aussi que j'ai au téléphone, que je ne vois jamais, parce qu'elles commencent à me raconter leur vie. Je leur dis, attention, moi, je ne suis pas une professionnelle. Il y a des gens pour ça. Il y a des spécialistes. Et Rada? Alors nous, évidemment, comme on est tenu de rendre des comptes, on a des chiffres. On suit, je crois que la première année, on avait une file active de 3000 et que maintenant, c'est plutôt 4000. D'accord. Mais par exemple, on fait plus de 1400 avortements par an déjà. Tu vois, donc ça. Et on a dû faire cette année 13 000 consultations. Donc c'est numériquement assez intense. Et donc des gens qui viennent de tout le territoire francilien, j'imagine, pas que de Saint-Denis. Oui, oui, et voire même, notamment pour l'excision, des femmes qui viennent de Dijon, de Rennes, de Caen. Est-ce que vous êtes en train de référence sur ces questions? Oui, parce qu'elles disent, j'ai pas trouvé la même chose et je suis prête à me lever à 5 heures du matin pour prendre le train. Je dis, mais quand même, faites-vous suivre près de chez vous, c'est beaucoup plus pratique, mais non. Et alors, j'ai deux questions avant de donner la parole à Véronique. Pour lier, donc, comment est-ce que vous faites pour la prévention? Est-ce que vous faites un suivi de l'éducation à l'égalité femmes-hommes? Ça rejoint un peu la question de Gabrielle Doré à l'instant. Comment travaillez-vous avec les hommes et les garçons pour prévenir les comportements sexistes? Alors, juste avant que j'oublie, je voulais vous donner une statistique. Je viens de faire un cours, donc ça m'a réactivé ma mémoire. Dans les pays où les filles vont à l'école, il y a 14% de mariages forcés en moins. Et quand elles vont jusqu'au lycée, il y a 64% de mariages forcés en moins. Donc, ça renforce un peu ce que dit Marie, c'est-à-dire que la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'avoir accès à l'éducation. Voilà, je te laisse parler de prévention. À ce titre, comment est-ce que vous éduquez en général au comportement? Parce qu'on sait que les garçons et les hommes ne sont pas les seuls. On mène énormément d'actions de prévention. Ah, il y a un problème de son. On mène énormément d'actions de prévention sur des sujets très précis. Alors, par exemple, on avait fait le lien avec un lycée de Saint-Denis, le lycée Sugère, que je peux citer, sur la question de l'excision, avec la Maison des femmes, autour du dispositif Excision, parlons-en. On a les conseillères des centres de planification qui font de l'éducation à la sexualité quand elles peuvent. Et qu'elles ne se font pas claquer la porte au nez. De toute façon, il n'y a pas suffisamment de monde par rapport au territoire. Nous, on a quand même 62 écoles, 10 collèges, des collèges où on a des fois 700 élèves, pareil au niveau des lycées. Alors, nous, moi, je travaille avec des profs qui ont envie de travailler. C'est-à-dire que ça vient d'une volonté aussi de l'établissement. Et là aussi, on travaille de manière extrêmement différente. Alors, on a une action qui s'appelle Jeunes contre le sexisme, qui est un projet pour les classes de 3e, qui est copiloté avec le département, l'Observatoire des violences envers les femmes. Donc, on fait d'abord une action de sensibilisation en direction des enseignants, d'équipe éducative. Après, il y a un passage dans les classes avec l'infirmière. Il y a du théâtre forum qui permet aux jeunes de s'exprimer et de passer sur un plateau. J'ai peut-être le théâtre forum, voilà, c'est une méthode de théâtre de l'opprimé qui a été inventée par Augusto Boal et qui permet aux opprimés de prendre la parole et de prendre la place de l'opprimé et de trouver des solutions. Et puis après, il y a un retour des élèves au département où on va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent
qu'ils pourraient faire pour changer les choses. Donc déjà, ils ont été sensibilisés et ils prennent conscience des inégalités femmes-hommes. Et je suis d'ailleurs très surprise parce que beaucoup de jeunes sont extrêmement conscients de choses dont moi, je n'avais pas conscience à leur âge. Par exemple, les questions des tâches ménagères, la question des inégalités salariales, la question de la place des filles et des garçons dans l'espace public. Donc, parce qu'on en parle plus. Comme on en parle plus, en fait, oui, voilà. Donc, voilà. Et puis après, ils proposent des projets artistiques. Alors, c'est des affiches, des films. Enfin, voilà. Ça, c'est pour les collèges. Pour les lycées, on va travailler différemment. On part aussi des réalités du terrain. Moi, par exemple, j'ai rencontré une fille là, hier qui travaille sur la précarité menstruelle. On a fait venir, par exemple, ici, Élise Thiebaud, qui est venue à la Maison des Femmes rencontrer des enfants pour parler des règles. Elle a écrit un bouquin, Petite histoire de celles qui ont des règles et de celles qui les font. Et donc, c'était très concret, c'est-à-dire qu'on a parlé de la question des règles, et c'est génial parce que de la question des règles, on en est arrivé aux questions des violences, des mutilations, de la maltraitance. Et donc, j'ai découvert que, par exemple, alors là, 10% de filles en France, quand elles ont leurs règles, ne vont plus à l'école. Donc, c'est un sujet absolument incroyable. Et du coup, je vais travailler sur ces questions-là. Alors, moi, j'ai fait venir Élise Thiebaud plusieurs fois. Et du coup, ça nous permet de faire des rencontres, des temps d'animation. Et on parle d'un sujet. Bon, ben voilà, on va parler des règles. Et puis, on va aborder ces questions de violence. Donc, ça peut être des conférences. Les temps d'animation prennent des formes très différentes. Quand on travaille avec des enfants, moi, je travaille avec un collectif qui s'appelle Sans Mêler, qui est basé à Nanterre. Et ce sont des artistes qui font des interventions artistiques un peu décalées, plutôt drôle sur ces questions d'égalité filles-garçons. Et ça, on démarre dès l'école élémentaire. On a organisé des rencontres cet été dans les accueils de loisirs. Et en fonction de l'intérêt de l'équipe éducative, de l'animateur, de l'enseignant, on continue sur des ateliers d'écriture. Bon, on travaille aussi pour la formation des professionnels. Par exemple, je tenais à dire qu'en crèche, on n'a pas formé tous les acteurs en crèche, mais on a travaillé sur la question des stéréotypes. Et il y a une formatrice qui est intervenue pour le personnel de crèche pour pouvoir être attentif à ces questions dès la petite enfance, qui occupe la cour dès le plus jeune âge, qui va au coin cuisine, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Le cours de récré qui est revenu dans le débat public. Voilà, nous, on y travaille aussi à ces questions-là. Et donc, en fait, vous faites de la prévention de A à Z, quoi, avec tous Alors, on démarre très jeune, mais on aimerait en faire beaucoup plus. Mais là, c'est un problème de temps, de moyens, de personnel et puis aussi de volonté. Parce que c'est extrêmement compliqué quand les enseignants et quand les chefs d'établissement considèrent que ce n'est pas très intéressant, que ce n'est pas un sujet sur lequel on a envie de travailler, bon, on ne peut pas y travailler. Je veux dire, c'est un coup d'épée dans l'eau. Hein. Véronique Seyé, donc du planning familial, vient de faire une petite remarque. Je ne sais pas si Véronique, tu voulais la dire à haute voix plus tôt. Oui, moi je veux bien en parler rapidement. C'est effectivement le fait, moi je suis tout à fait d'accord avec ça sur l'importance du travail de prévention qui doit être intégré dans le travail de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et je pense que l'intérêt de cette prévention, c'est qu'elle concerne autant les filles que les garçons et que effectivement, c'est pas uniquement attention, cette éducation à la sexualité qui est obligatoire normalement, hein, qui est inscrite dans la loi et pour lesquelles il n'y a largement pas suffisamment de moyens. Donc il faut des moyens financiers, mais quand je parle de moyens, c'est aussi la réelle volonté politique de faire que ça s'applique. Ça veut dire que tous les enseignants devraient pouvoir y être formés. On comprend bien qu'il y a des enseignants qui n'ont pas envie de faire ces séances et ils le disent clairement en disant nous, on n'a pas envie de mélanger les choses. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de formation des enseignants ou très peu, c'est vraiment à la petite goutte quoi, sur ces sujets-là. Je pense que c'est vraiment important de dire que quand on fait vraiment d'éducation à la sexualité, ça marche et ça marche bien et on a des résultats, mais à condition que ce soit tout le temps et toute l'année, parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon à des élèves de primaire, à des élèves de collège et à des élèves de lycée. Et je pense que ça c'est vraiment important. Et quand on évoque ça, si on prend l'Espagne par exemple, il y a une loi sur les violences qui intègre à la fois la question de la prévention, la question du traitement des violences
et la question aussi du travail avec les auteurs et aussi la question des punitions. Parce que quand on parle de manque de moyens, c'est manque de moyens en termes de prévention, c'est manque de moyens au niveau de la justice aussi. Quand on parle de la formation des professionnels, c'est aussi la formation des professionnels dans les justices, en termes de justice. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important de dire que c'est un tout. Enfin, quand on parle d'une approche intégrée, c'est si on veut vraiment lutter contre les violences, c'est vrai qu'une expérience comme la Maison des femmes, c'est important, qu'il y en a d'autres qui sont menées par ailleurs, mais il faut que ça rentre dans une politique publique permanente qui soit vraiment, j'ai envie de dire, financée à la hauteur des enjeux aujourd'hui, que quand on parle de violence et d'éviction des conjoints violents, ben, ça puisse se faire vraiment, etc. etc. Quand j'entendais M. Castex hier dire aux femmes allez-y, parlez, moi j'ai envie de dire bah oui, mais pour parler, il faut pouvoir savoir où on va quand on a parlé et il faut pouvoir se sentir en sécurité et pas menacé parce qu'on a parlé, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc c'est à la fois poursuivre ce travail-là, mais l'étendre et donner les moyens de le faire pour que ça rentre dans une véritable politique publique qui soit autant prioritaire que d'autres. Et ça, je pense que c'est essentiel, parce que pour moi, ce n'est pas un coût, mais c'est un investissement. Parce qu'effectivement, la question de l'éducation, c'est essentiel. La question de la prise en compte des violences, c'est essentiel. Et le fait que les femmes se sentent en sécurité, c'est absolument indispensable. Voilà. Je crois que Rada, merci beaucoup Véronique. Je crois que Rada voulait réagir. Oui, juste des petites choses, Véronique. Il ne faut pas sous-estimer les parents. Moi, je suis intervenue dans des écoles où les parents avaient écrit à la directrice bah, je ne veux pas que ma fille aille écouter Je suppose Satan. Donc, il n'y a pas que les profs qui mettent de la mauvaise volonté. Et puis, alors, je vais défendre ce pauvre monsieur Castex qui est venu très, très gentiment chez nous et qui a dit avec vraiment beaucoup de sincérité oui, il faut que les femmes parlent, et tout le monde lui est tombé dessus en disant mais on disait ça il y a 20 ans, maintenant les femmes parlent, c'est plus le sujet. Et je pense que ce qu'il voulait dire, c'est je valide des structures comme ça et je pense que si les femmes parlent dans des structures comme ça peut changer la donne. Et voilà, je voulais juste pas sortir le sujet de son contexte. Moi, je voulais en profiter pour revenir un peu en arrière, parce que justement sur de la parole, de comment est-ce qu'on fait pour parler, est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des structures comme la Maison des femmes qui le permettent, comme vous dites, et ce que Monsieur Castex a souligné. Marie, vous disiez aussi que vous faisiez de l'art-thérapie pour aider les femmes à parler. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que je trouve que c'est une initiative assez concrète et assez intéressante en parallèle de la Maison des femmes. Je fais appel en fait à une art-thérapeute qui d'ailleurs, c'est marrant, elle avait fait son stage quand on avait fait ce fameux séjour à Montrem, donc en Dordogne, dans un centre de vacances de la ville. Et elle travaille autour du portrait et de l'estime de soi. Donc, elle a fait un travail photographique absolument magnifique, qui est d'ailleurs visible à la Maison des parents. Et donc, voilà, elle a une formation d'art-thérapeute et aujourd'hui, cette jeune femme travaille d'ailleurs à l'Amicale du Nid dans un centre d'hébergement à Saint-Ouen. Voilà, alors ça aussi, c'est des actions, je le disais tout à l'heure, on les mène, mais c'est tout le temps en fonction des financements. Et j'en profite d'ailleurs pour rendre hommage à l'ancienne coordinatrice des centres de planification, qui est une grande amie, Christine Leverrier. Quand elle est décédée, la famille m'a fait don de la cagnotte qui avait été faite au moment de son décès. Et c'est avec ceci que j'ai financé de l'art-thérapie et des groupes de parole à l'Amicale du Nid, parce qu'on en est là, je veux dire. Et, bon, la ville de Saint-Denis fait des efforts. Là, il y a une nouvelle municipalité qui est arrivée. Ils vont nous financer une permanence juridique en plus avec le CIDF sur une maison de quartier, parce qu'on n'a pas couvert l'ensemble des 5 maisons, enfin, du territoire. Il y a l'idée aussi d'augmenter le budget pour les actions de prévention des comportements sexistes. Donc, il y a une volonté politique qui s'affiche. Voilà, mais effectivement, c'est une volonté politique et puis il faut des gens convaincus. Et donc, de toute façon, on doit avancer cette question-là. On doit avancer ces questions-là tous et tout ensemble, je veux dire. Donc, moi, par exemple, là, je travaille sur les journées du matrimoine. Je fais une programmation matrimoine depuis 3 ans. L'année dernière, il y avait même un atelier philo qui expliquait aux enfants ce qu'était que le matrimoine. Bon, cette année, on va être au cinéma à l'écran pour présenter un film sur Alice Guy Blaché, qui est la pionnière du cinéma. Et donc, j'ai invité une thésarde qui a fait une thèse sur Alice Guy Blaché.
On a créé d'ailleurs un jeu de loi sur les femmes et le cinéma pendant, alors ça c'est une maquette, hein, pendant la période du Covid. Alors évidemment, la première case, c'est Alice Guy Blaché, puis on a des cases tout à fait intéressantes avec Polanski et Monsieur Besson et Monsieur Weinstein, hein, qui sont les cases noires qui nous renvoient à la case départ. Oh, zut. Voilà. Et puis, on a voulu rendre hommage à tout un tas de femmes du cinéma qu'on aime, comme Virginie Despentes, Aïssa Maïga, qui effectivement explique que noir n'est pas un métier. Hein. Donc, mettre un coup de projecteur sur les inégalités femmes-hommes dans le domaine du cinéma. Donc, moi, je travaille beaucoup sur la question du ludique aussi. Hein. On a travaillé… Véronique Seyé avait écrit aussi un message disant qu'on était à 1 an du Grenelle et que le bilan est très mitigé et qu'il y avait l'importance d'une approche intégrée, c'est aussi agir en prévention des violences auprès des jeunes avec les moyens nécessaires. Et donc, il y a sur la question des violences, mais aussi en général sur la question de la sensibilisation des jeunes, ce genre de matériau, j'imagine, est assez Moi, je travaille à partir de… Je suis militante de l'éducation populaire, donc on travaille beaucoup à partir de l'écriture. Les enfants sont capables d'écrire des choses extraordinaires quand ils sont bien accompagnés. Et puis, là, on a créé, par exemple, il y a des enfants sur un quartier populaire, l'école élémentaire Pasteur, ils ont créé une chanson sur l'égalité. Et ça commence comme ça, où sont passés les droits des femmes, perdus dans un trou noir. Enfin, c'est extraordinaire. Et on a fait une fresque sur l'égalité filles-garçons dans cette école. Et ça a eu un impact aussi sur le quartier, puisque la maison de quartier est partenaire de ces actions. Et donc, il y a eu un travail de sérigraphie qui s'est fait à partir des textes écrits par les enfants. Les femmes ont sérigraphié les slogans de lutte contre le sexisme et portaient les foulards, alors ou sur la tête ou en foulard, et elles avaient utilisé des torchons. Le torchon étant, je veux dire, symboliquement, je veux dire, malheureusement, un outil très utilisé par les femmes. Donc voilà, c'est pour dire qu'on peut monter tout un tas de choses et on a besoin de travailler avec l'ensemble des acteurs sur le territoire. Donc nous, on a la chance d'avoir des médiathèques, les médiathèques de pleine commune ont une programmation égalité femmes-hommes et on travaille ensemble depuis des années. Ils ont créé des malles aux livres où évidemment on va valoriser les filles. Ce sont des partenaires, je veux dire, aussi incontournables sur le territoire. Les partenaires culturels, je veux dire, de la ville. Moi, je travaille par exemple avec la librairie de Saint-Denis. On fait des quiz et on fait des visites matrimoine. Et l'année dernière, on pouvait gagner le bouquin Ni vu ni connu du collectif Georgette Sand. Et c'est marrant parce que les gens se sont prêtés au jeu. C'est-à-dire on fait un quiz autour de questions liées aux droits des femmes. Bon, ça marche. Bon, là, évidemment, on va rendre hommage à Gisèle Halimi. Il y a une école maternelle qui va s'appeler Gisèle Halimi. Il va y avoir une fresque qui va être faite. Donc, le fils de Gisèle Halimi a été reçu par le cabinet du maire. Enfin, je veux dire, voilà, on est aussi sur toute une réflexion sur la nomination des noms de bâtiments publics et de rues. Espace public. On a fait une consultation il y a quelques années. On a une rue Rosa Parks, Myriam Makeba, Fatima Bédard, Simone Bernier. On a eu 1000 votants sur le quartier Gare Confluence et c'est les habitants qui ont choisi les noms de ces femmes et je trouve ça extraordinaire. Et moi, j'ai utilisé ça pour en faire aussi un temps d'animation et pour dire écoutez, ça ne va pas, où sont les femmes? Voilà, donc, et on peut décliner en permanence des projets d'animation, que ce soit autour des cours de récréation, de la place des femmes dans l'espace public. On a organisé des marches exploratoires avec les femmes, c'est extraordinaire. Sur le quartier de la Plaine, elles ont fait des propositions, ces femmes qui sont vraiment tout à fait intéressantes sur comment on peut améliorer l'espace public pour avoir moins ce sentiment d'insécurité. Alors ça s'est fait évidemment avec des associations, la maison de quartier, c'est un travail de partenariat, c'est ce que disait je veux dire Rada, on a besoin d'être à plusieurs et puis de construire des réponses en fonction des réalités du terrain. Effectivement, les exclusions, c'est peut-être pas le problème en Auvergne, mais les femmes victimes de violences, je pense qu'elles sont moins bien loties à Ambert. C'est pas sympa d'ailleurs je dis Ambert au hasard. Qu'en Seine-Saint-Denis, où on a 113 centres de planification, où il y a des gens qui sont formés. La Maison des femmes organise chaque année des formations sur la question des violences envers les femmes, où on a un mélange en plus de professionnels, des gens de l'hôpital, des gens de l'éducation nationale, des personnes de la collectivité locale. Tout ça nous fait avancer.
Mais justement, pour rebondir là-dessus et un peu poser une question pour clore cette conversation, même si elle a été plus courte que prévu, mais quand même très riche et dense, c'est, vous dites, il faut que ce soit ancré dans la réalité du territoire, c'est fondamental, mais voilà, je rebondis avec la question de Clarisse, qui existe-t-il des modèles de pays en Europe ou ailleurs qui vous inspirent dans la manière de gérer les problèmes de violences faites aux femmes? Parce que j'y pensais en effet, les marchés exploratoires, c'est ancré sur le territoire, mais en même temps, c'est quelque chose qui se fait quand même un peu ailleurs. Il y a pas mal d'endroits. Je sais que dans le programme Safe Cities de ONU Femmes, c'était un des points fondamentaux qui avait été fait dans pas mal de grandes villes en Amérique latine, en Asie notamment. Voilà, qu'est-ce qui vous inspire en fait l'une et l'autre? De toute façon, tous les modèles ne sont pas applicables partout, mais en fait, je veux dire, l'Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait en Suède et en Espagne, par exemple. Là, aujourd'hui, la question du bracelet électronique, et je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on défende et qu'on ait les moyens que les agresseurs, parce qu'on a le téléphone portable très grand danger, c'est un modèle qui vient d'Espagne. Et je veux dire, cette question des violences envers les femmes, malheureusement, elle est universelle, internationale de tout temps. Il y a eu des violences envers les femmes et il y a des choses à prendre un peu partout. Je veux dire, et aujourd'hui, il y a dans tout un tas de pays au monde, il y a des femmes qui bataillent pour améliorer la condition des femmes. Je veux dire, il faut batailler malheureusement encore pour l'IVG aujourd'hui. C'est un sujet qui est toujours remis, je veux dire, sur le tapis. Mais Sous le tapis. Mais bon, voilà, moi, on s'inspire mutuellement, je veux dire, entre femmes, quoi. Je veux dire, en tout cas, on essaye, on fait des choses. Et puis, moi, j'ai pas tellement le temps d'aller voir ce qui se passe au niveau international. Ça m'intéresse. Voilà, il faut lire des livres, il faut regarder, il faut voir des films. Je veux dire, bon, discuter. Alors, Véronique, il y a juste un modèle international qui n'est pas très développé en France, qui s'appelle les Family Justice Centers, qui sont des lieux qui prennent en charge à la fois les victimes et les agresseurs, et qui sont très complets, mais leur porte d'entrée, c'est vraiment la justice. C'est mené par des avocats. C'est un peu complémentaire de ce qu'on fait. Et c'est des modèles qu'on pourrait aussi dupliquer en France. D'accord. Là, je vois que Véronique vient de dire, en Espagne, la loi sur les violences privilégie cette approche intégrée avec des moyens financiers plus importants. Ouais, bien sûr. C'est loin d'être parfait, mais davantage d'outils existent. Aux Pays-Bas, la formation des enseignants intègre l'éducation à la sécurité dès le plus jeune âge, par exemple, notamment dans les pays nordiques. Rappelez aussi l'importance de la Convention d'Istanbul signée par la France et plusieurs pays d'Europe. Ouais, mais bon, ça c'est un peu différent. La question d'une convention, c'est pas vraiment des modèles applicables. Moi, j'étais voilà, assez intéressée par les choses qui se testent un peu ailleurs et qui peuvent être reproduites. Et d'ailleurs, quid de la Maison des Femmes? Où est-ce que vous avez réussi quels sont le plan pour l'avenir? Est-ce que vous allez vous développer ailleurs sur le territoire? Est-ce que vous aidez d'autres structures à être pareilles? Est-ce que même vous inspirez justement vous-même à l'international? Et même question pour la ville de Saint-Denis, qui, on l'aura compris, après cette grosseur de débat, est particulièrement en avance sur les initiatives concrètes prises pour les droits des femmes à tout niveau. Alors, la Maison des Femmes, oui, a inspiré et accompagné des structures. Donc, la première, c'était à Bruxelles. La deuxième, à Bordeaux. Après, il y a eu des petites maisons des femmes un peu différentes, mais qui quand même, qui font référence à nous. Il y en a une à Brive qui ouvre bientôt, en octobre. En novembre, il y en a une à la Pitié-Salpêtrière qui va ouvrir. Et il y a beaucoup de projets qui émergent. Des hôpitaux, du coup? Oui, enfin, nous, notre modèle, tu peux ouvrir une maison de ce que tu veux, mais si tu veux être affilié à la Maison des Femmes, c'est forcément un modèle qui intègre un planning familial, puisqu'on est sur la question aussi du droit des femmes à disposer de leur corps, qui pour moi, médecin, est très importante, et qui est adossé à un hôpital pour bénéficier de toute l'infrastructure qu'offre l'hôpital. Donc, c'est ce modèle-là qu'on promeut. Et on a eu des contacts, des visites de gens de Guyane, de Martinique, de Tahiti. Et en avril, on devait partir. Hein ?
Non, non, vas-y, finis. Et on devait partir au Mexique parce que le gouvernement mexicain était intéressé à dupliquer. Il voulait créer 2 maisons des femmes dans la banlieue de Mexico. Et malheureusement, le Covid a bloqué tout ça. Et toi, Marie, tu inspires d'autres villes? Avec des financements entièrement publics, pardon, juste, on n'a pas parlé des financements de la Ah. Alors non, pour le moment, les financements publics ne sont pas suffisants. Donc nous, notre conseil pour ces structures, c'est faites feu de tout bois, sollicitez, je ne sais pas si tu es à Nantes par exemple, il y a des entreprises, il y a des grosses boîtes, allez vers la société civile, il y a de l'argent quand même. Et depuis, ça s'est en plus intensifié avec le Covid, les gens ont quand même envie d'aider, envie de participer. On a eu beaucoup de boîtes qui nous ont écrit en disant nos PDG ont renoncé à X% de leur salaire, on crée un fonds de dotation, on veut donner de l'argent à l'hôpital, on veut donner de l'argent à des structures comme la vôtre. Donc, il ne faut pas lâcher cette source-là. Après, il faut que l'État donne. Aujourd'hui, l'État s'est engagé pour donner de l'argent aux maisons des femmes, modèle hospitalier, donc c'est un budget ministère de la Santé. On ne connaissait pas le montant, on ne savait pas combien de maisons. Et avant-hier, on m'a dit qu'on donnerait 150 000 € par structure, ce qui est absolument pas assez. Donc, bon, voilà, on met le pied à l'étrier, mais nous, on ne va pas lâcher et on va retourner voir M. Véran pour lui dire que peut-être que 150 000 €, c'est très bien pour une toute petite ville de province reculée où il y a très peu d'habitants, mais pour une grosse ville, c'est ridicule. Ouais, donc la réalité enfin, les budgets droits des femmes sont censés avoir augmenté avec ce nouveau gouvernement. Si, alors ce que Castex a dit et que Mme Moreno a confirmé, c'est qu'il lui a donné 40% de budget en plus. Mais voilà, il y a tellement de millefeuilles dans cet argent. Il y en a, par exemple, qui comptent dans cet argent une quotité du temps des enseignants, au prétexte qu'ils en auraient profité pour faire de l'éducation. Mais c'est absurde de compter comme ça. Nous, ce n'est pas un budget droits des femmes. Nous, c'est un budget santé qu'on demande. D'accord, entièrement santé. Oui, ça va se rajouter. On ne demande pas d'argent. Moi, j'ai qu'un seul ministre. D'accord. Alors, des missions droits des femmes, il y en a en France. On ne dispose pas évidemment des mêmes budgets. Saint-Denis, c'est quand même une très grosse ville. Il y avait une volonté politique, mais c'est un poste à temps plein. Alors après, effectivement, il faut aller voir ce qu'on met effectivement pour les femmes dans le cadre de nos actions. Bon, moi, je vais chercher de l'argent aussi au niveau de la politique de la ville. On passe effectivement notre temps à aller chercher de l'argent en permanence. Et puis, il faut évidemment que tous les projets montés répondent aux critères de la politique de la ville. Les permanences juridiques, c'est quand même un budget de 55 000 € pour la ville. Toutes les villes ne peuvent pas embaucher une chargée de mission droits des femmes. Enfin, moi, j'étais avec des élus de grandes villes, ils n'ont pas un rond, je veux dire. Donc, entre l'envie et puis les réalités. Et puis après, une fois qu'on a embauché quelqu'un, s'il n'y a pas de moyens pour mener des actions de prévention, je veux dire, sur le terrain, si on ne peut pas faire de campagne dans le cadre du 25 novembre, si on ne peut pas faire de campagne dans le cadre du 8 mars, si on ne peut pas travailler, puis si on n'a pas les… Moi, j'ai la chance aussi d'avoir des partenaires. Par exemple, j'organise une séance de cinéma, on va en faire une avec Rada, là, qui s'appelle Mon nom est Clito, pour lancer le mois de la santé des femmes à Saint-Denis. Enfin, nous, on a une salle de cinéma où on peut se permettre de faire une séance de cinéma. Ça n'impacte pas le budget de la mission droits des femmes. Hein, donc, moi, j'ai aussi, je suis dans une grosse ville, j'ai… des partenaires fort intéressants, même le musée d'art et d'histoire s'y colle. Hein, on va travailler sur les 150 ans de la commune, et on va mettre en lumière les communardes, pas uniquement Louise Michel d'ailleurs. Voilà, je veux dire, tout le monde n'a pas les mêmes moyens et il faut déjà que quelqu'un s'en occupe parce que quand personne ne s'occupe de droits des femmes, il ne se passe rien. Je veux dire. Vraiment, je confirme. Voilà, il ne se passe rien. Et puis après, il faut des budgets pour pouvoir travailler sur des actions de prévention de qualité. Et je veux dire, et moi, je veux pas, moi, tous les gens qui travaillent pour la mission droits des femmes, je travaille aussi avec le département études de genre de Paris 8, qui est le premier centre d'études féministes de France, hein, qui avait été créé par Hélène Sixous à l'université de Vincennes à l'époque. Mais moi, je veux dire, les gens, je les rémunère. Parce qu'effectivement, quand c'est les femmes, c'est toujours du travail gratos. Ben non, je veux dire, une étudiante avec qui j'avais travaillé dans le cadre de la semaine de la presse à l'école sur la représentation des femmes dans les médias, c'est des réunions, du temps de travail, faire un PowerPoint, aller voir les… Alors déjà, c'était très intéressant parce que c'était des étudiantes de master
Et donc, elles étaient confrontées aux réalités du terrain, aller voir des jeunes dans un lycée. Mais c'était un travail. Et j'avais dit, bon, bah, c'est quand même, voilà, c'est 150 €. Enfin, je veux dire, on ne va pas demander à une étudiante qui a déjà pas beaucoup d'argent de faire tout un travail, d'avoir des temps de réunion et de ne pas être rémunérée. Et pour ça, il faut des sous. Voilà. Donc, moi, le gros de mon budget, ça permet de financer des prestataires, beaucoup d'intermittents. Et donc, c'est de la redistribution de l'argent public pour des acteurs et des actrices qui travaillent sur l'égalité femmes-hommes. Alors, je vais vous poser une dernière question. Je ne sais pas si quelqu'un voulait encore dire quelque chose dans le public. Sinon, je voulais vous poser une dernière question pour conclure à toutes les deux, parce que sinon, on pourrait en fait passer des heures, parce qu'il y a 1 milliard de fils à tirer de tout ce que vous avez dit, et ça va être très frustrant pour moi et pour les gens qui nous regardent. Mais si vous aviez en fait une baguette magique là, et que vous pouviez arranger les choses avec un peu plus d'argent. Alors, une baguette magique étant, j'imagine, beaucoup plus de financement. Si vous étiez si vous aviez les financements l'une et l'autre qu'il vous faut, qu'est-ce que vous feriez? Moi, déjà, il y aurait des formations pour l'ensemble des acteurs et des actrices sur ces questions de violence, de sexisme et de droits des femmes sur l'ensemble du territoire. Alors, baguette magique nationale, voire internationale. Moi, je reluque l'humanité, le bâtiment de Neumeyer à Saint-Denis. Je voudrais en faire un féministère, un musée des femmes. On est le seul pays, enfin, on est un pays, on n'a même pas de musée des femmes. L'histoire des femmes, elle est partie, je ne sais où. Là, on parle de Gisèle Halimi. J'ai une copine qui m'a dit, ah ben moi j'ai tracté avec Choisir. Ben, on ne trouve même pas un flyer. J'ai fait des affichistes à Paris, des affiches d'époque. On a plein d'affiches sur mai 68. L'histoire des femmes. Alors il y a Christine Barr qui a fait une remarquable à Angers. Un livre. Donc moi, j'ai envie que sur notre territoire, parce que ça a du sens, qu'on ait un lieu de création, de réflexion, un musée des femmes qui prenne en compte la question des femmes, évidemment, et des enfants. Et puis évidemment, baguette magique, il n'y aurait plus de violence envers les femmes, puisque de toute façon, on aurait tellement fait de prévention partout, on aurait tellement éduqué il y en aurait plus. les filles et les garçons, il n'y en aurait plus, il n'y aurait plus de violence, plus de mariage forcé, les filles pourraient se balader à poil dans l'espace public sans être interpellées. Enfin, voilà, je veux dire, et donc c'est c'est revoir un peu tout ça. Donc, et surtout que l'ensemble de la population soit conscientisée, parce que si on n'a pas conscience des violences, des inégalités, on ne peut pas faire bouger les choses. Donc voilà, ça sera un projet politique plus. Donc MeToo, c'est pas assez. RADA, c'est pas assez. L'émission droits des femmes, c'est pas assez. On a envie d'une société plus égalitaire et qu'on se donne les moyens et ça ira mieux pour tout le monde, hein, et pour les hommes et pour les femmes. Une fois que Marie a agité sa baguette magique, moi je n'ai plus de travail et donc je prends l'argent et je fais le tour du monde. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, en fait, et à la société en général. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, Rada et Marie, d'avoir bravé tous les problèmes techniques et l'emploi du temps et 1 milliard de choses pour être là et avoir participé. Voilà, Clarisse dit que vous êtes formidable et respect à toutes les deux. Merci Clarisse, ça nous fait très plaisir. Voilà, on prend les compliments, ça nous fait bien. Ouais. Mille merci. C'est vraiment de l'argent. Ouais. Et puis, on essaye de faire ça en vrai l'année prochaine ici. Voilà. Ah oui, vous y êtes engagée, Nina. Non. Engagée. S'il y a des gens qui veulent avoir plus d'infos sur des sujets très précis par rapport à des projets que je construis, je veux dire, tout est transparent et je me ferai un grand plaisir. De dire voilà comment j'ai fait pour mener cette action-là, quel financement, comment ça s'est construit. Et puis, je veux dire, les idées, elles doivent circuler. Hein, donc, et faire un échange de bonnes pratiques. Voilà. Oui, et nous aussi. Tous ceux qui veulent faire une maison des femmes, welcome. Voilà. On s'engage à refaire ça, à faire le bilan en présentiel dans 1 an alors. Ok, très bien. Merci Nina, merci à toutes les participantes. Beaucoup, au revoir.